Bonjour, bienvenue, nouveau numéro de Ça vaut le coup, l'émission qui donne du sens à votre épargne sur Boursorama. Aujourd'hui, on vous parle de cette baisse historique de la consommation de gaz en France avec vous, Benjamin Louvet. Bonjour Benjamin. Bonjour David. Directeur des gestions matières premières chez Ophi Invest Asset Management. Bon, c'est colossal, 20% en 2 ans. 11,6% de baisse de la consommation de gaz en France l'an dernier, 20% 2 ans. Chiffre GRT Gaz. Déjà, on se réjouit pour la planète. Oui, Hein, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, effectivement. voilà. Après, comment on explique le phénomène? Parce que on a toujours des gens qui nous expliquaient après coup que le climat, finalement, enfin en termes de météo, c'était assez clément, que les gens donc sont rentrés dans l'ère de la sobriété. Mais moi, je pense surtout que les prix, comme étaient très, très élevés, et donc les gens, ça coûte cher de se chauffer, et donc on fait attention, et donc on met un pull chez soi, quoi, quand il fait froid. Oui, alors... C'est excessif de dire ça ou c'est vrai? Non, non, c'est vrai, il y a eu effectivement... C'est un peu subi, c'est ça que je veux dire. Mais bien sûr que c'est subi, mais parce qu'on a été pris de court par l'attaque russe sur l'Ukraine, qu'il a fallu trouver une solution pour se passer du gaz russe, très rapide. Et souvenez-vous, à l'époque, Patrick Pouyanné, le patron de Total Energy, avait dit « Laissez-moi 3 ans pour trouver une solution pour vous approvisionner en gaz et je peux faire quelque chose. Le faire demain matin, c'est pas possible. » On arrive en fait au bout de cette période et on commence à avoir des terminaux de gaz naturel liquéfié en quantité suffisante pour avoir des quantités de gaz supplémentaires. Donc il y a aussi une offre qui arrive et qui est là et qui permet de se rassurer. Le climat a joué un rôle. Clairement, David, on a des stocks de gaz aujourd'hui qui sont sur des niveaux extrêmement élevés et qui permettent d'être sereins et on en a déjà parlé, le prix d'une matière première, il se fait de façon instantanée entre l'offre et la demande. Et aujourd'hui, on a des réserves assez importantes parce que ça fait 12 mois consécutifs qu'on bat des records de chaleur historiques au niveau mondial. Donc on a moins besoin de se chauffer, et comme ça coûte plus cher, on fait attention. Voilà, alors ça c'est les raisons qui sont entre guillemets sympathiques. Dans les autres raisons en fait qui expliquent aussi cette baisse de consommation de gaz, il y a le redémarrage du nucléaire. Il faut bien pas oublier qu'en France, on avait eu ce gros problème de corrosion sous contrainte et d'un nombre important de réacteurs nucléaires à l'arrêt. Aujourd'hui, ils repartent et donc on a une production électrique qui peut se faire davantage avec le nucléaire. Donc ça, c'est plutôt une bonne raison aussi. Après, il y a les mauvaises raisons, malheureusement. C'est que, et on le constate d'ailleurs au niveau européen, parce que la baisse de consommation est plus forte en Allemagne qu'en France. Et parce que cette baisse, elle vient aussi beaucoup des entreprises et notamment de l'industrie qui a été touchée de plein fouet par la hausse des prix qu'on a connus ces dernières années et qui a dû en tirer les conséquences et donc fermer un certain nombre d'installations. Ces installations n'ont pas rouvertes. On a une grosse crise dans la pétrochimie, notamment en Allemagne. On a eu des industries dans le domaine du verre aussi. Toutes les industries très électro-intensives ont dû revoir leur production à la baisse. Et ces fermetures ont entraîné une correction de la consommation qui n'est pas de bon augure. Oui, et qui montre que l'industrie, notamment allemande, mais ailleurs aussi, était en difficulté et a dû réduire la voilure. Et donc, quand on met à l'arrêt une usine, oui, on consomme moins, mais on met aussi à l'arrêt, on met à l'arrêt une production des salariés. Alors, en difficulté, pour des raisons différentes, il y a eu un ralentissement économique, clairement, qui a mis toutes ces entreprises en difficulté. Mais il y a des zones où on s'en sort mieux. Si vous regardez ce qui se passe aux États-Unis, vous avez un prix du gaz qui est historiquement bas. Là, parce que vous avez une production locale qui est en forte augmentation grâce au gaz de schiste, qui lui se développe bien. On se pose des questions sur le pétrole de schiste et sur la pérennité de l'augmentation de la production de pétrole de schiste. Par contre, sur le gaz, il n'y a pas de sujet, et donc on a des prix du gaz qui sont historiquement très faibles aux États-Unis. En fait, ce sont des marchés du gaz, un marché qui est local, enfin qui est régionalisé. Le gaz, ça se transporte ou par tuyau ou par bateau. Par bateau, ça coûte cher, donc le marché du gaz est un marché qui est assez local. Et donc le marché du gaz aux États-Unis, qui est le marché du gaz Henry Hub, qui est l'endroit où le point de livraison à New York où se fait la livraison de gaz pour les contrats à terme, est sur des niveaux historiquement bas. Alors ça a flambé là-bas? Ils ont connu une flambée ou même pas? Oui, ils ont connu une flambée. La flambée a été mondiale parce que la tension, par contre, quand on commence à manquer d'une matière première et qu'il faut organiser des bateaux, quand vous avez le prix qui monte beaucoup à un endroit, il y a un moment où ça devient plus intéressant pour le producteur local d'envoyer son gaz ailleurs que de le garder chez lui. Donc vous avez un équilibrage qui se fait. Mais dans l'autre sens, c'est un peu moins vrai. Et puis, quand même, il faut garder en tête une chose, David, c'est que cette information, cette baisse de consommation du gaz, elle est très positive pour le climat. Mais en même temps, l'ennemi des prix bas, ce sont les prix bas. C'est-à-dire qu'à un moment, quand vous avez des prix qui sont trop bas, d'abord, vous n'avez pas forcément envie de passer aux ENR, aux énergies renouvelables, parce que comme l'énergie fossile ne coûte plus cher,
Pourquoi faire des efforts? Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, l'investissement a tendance à être limité parce que les producteurs de gaz se disent je ne vais pas investir dans un produit qui se vend quasiment plus rien. Donc les investissements ne sont plus rentables. Donc on a un risque de voir ce problème se développer et de voir potentiellement un certain nombre d'acteurs qui sont moins engagés, par exemple, que l'Europe sur le développement des énergies renouvelables. C'est le cas aux États-Unis, si on devait avoir Trump qui devait revenir à la tête du pays en novembre prochain, ça peut justifier d'une transition qui se fasse de façon plus lente, ce qui n'est pas forcément souhaitable aujourd'hui, étant donné l'urgence dans laquelle on est. Le prix du gaz aux États-Unis est plus bas qu'en France et qu'en Europe, mais c'est vrai qu'en France, ça a aussi beaucoup baissé. On était monté à 300 et quelques, je crois, euros du mégawattheure en 2022. On était à 39 euros l'an dernier en moyenne, contre quasiment 100 euros en 2022. Alors ça, les particuliers n'ont pas vu. On parle du prix de gros, il faut expliquer la différence entre les deux d'ailleurs. Oui. Il y a le prix spot et le prix de gros, et effectivement l'essentiel des contrats aujourd'hui sont plus basés sur des contrats qui sont faits sur des achats qui sont faits à plus long terme, et donc ont dû être sécurisés dans cette période-là, donc ça met du temps à se voir. Et puis sur la facture des particuliers. Je vous rappelle qu'on avait mis un bouclier tarifaire aussi pour ne pas avoir trop la hausse, et qu'aujourd'hui on est en train de déboucler, entre guillemets, progressivement ce bouclier tarifaire, et que ça se ressent notamment avec des taxes qui peut être ajoutées sur les factures, ce qui n'est pas un bon signal, il faut le dire aujourd'hui, dans une situation où on veut faire cette transition. En tout cas, le prix du gaz en Europe aujourd'hui est revenu à des niveaux très raisonnables, même si ça prend du temps à voir sur la facture. Oui, tout à fait. Alors, on n'est pas encore revenu au niveau d'avant-crise, mais effectivement, on revient sur des niveaux qui sont beaucoup plus acceptables et qui permettent, sur le moyen terme, de s'organiser pour une production, par exemple, pour un industriel. Et on peut espérer que cet épisode qu'on a connu servira de leçon, entre guillemets, à des industriels. On avait un peu laissé tomber en Europe les contrats à très long terme. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est autorisé. Et on peut espérer qu'un certain nombre d'industriels se protégeront comme ça. Alors effectivement, vous bloquez un prix, et si le prix baisse, vous n'en profitez pas. Mais le gros avantage, c'est que vous avez de la visibilité sur vos coûts de production, et donc vous pouvez organiser votre production sur le long terme. Il faut éviter d'avoir un prix du gaz trop bas aussi par rapport, on l'a dit, au développement des énergies renouvelables. Il y a un seuil. Quel est le seuil en dessous duquel la compétitivité du fossile et du gaz est tellement forte que c'est désincitatif à lancer des projets d'investissement dans les renouvelables? C'est difficile de fixer un seuil, parce que ça dépend de tellement de variables. Vous avez d'un côté les prix de production des énergies fossiles, de l'autre côté le prix de production des énergies renouvelables. On voit bien, ça a évolué énormément. Les derniers contrats qui ont été signés dans l'éolien offshore aux États-Unis ont été signés à 150 $ du mégawattheure, donc c'est des prix qui sont très élevés. Donc difficile de fixer un seuil parce que tout ça est mouvant en permanence. On parle souvent aussi ensemble des prix des matières premières qui servent à faire les éoliennes, les panneaux solaires. Ces prix pourraient évoluer à la hausse dans les années qui viennent, et ça pourrait avoir un impact assez négatif sur le prix des énergies renouvelables. Donc c'est difficile de fixer un seuil. Mais clairement, sur les niveaux de prix du gaz qu'on a aujourd'hui aux États-Unis, le gaz est une énergie extrêmement compétitive qui ne favorise pas forcément l'investissement pour les personnes qui ne sont pas convaincues par la transition énergétique dans les moyens de production renouvelables. Ouais, on finit là-dessus. Est-ce qu'on se dit qu'on est entré dans une phase durable de baisse de la consommation de gaz? C'est une rupture tendancielle, ou est-ce qu'on se dit, avec un prix du gaz qui est très très bas, finalement on peut reprendre nos mauvaises habitudes? Alors malheureusement, on n'est pas vraiment dans une tendance, David. On va falloir voir comment ça se passe dans les années qui viennent. Ça peut encore baisser je pense que pour l'instant c'est assez difficile, surtout qu'en Europe on a prévu que le gaz soit une énergie de transition, donc on a prévu qu'il fasse partie des énergies qu'on va pouvoir utiliser dans la période qui va permettre de développer les énergies renouvelables. Mais je vous rappelle quand même une chose. En 2023, on a eu les chiffres, on a battu un nouveau record de consommation de charbon, on a battu un nouveau record de consommation de pétrole, et sur le gaz, on n'est pas si loin. Donc globalement, on est très très loin d'être sorti des énergies fossiles, et j'ai peur que ce soit encore le cas pour un moment. Cette année, on attend une hausse de la consommation de pétrole, encore une fois, probablement au moins une stabilisation de la consommation de charbon. Et il n'est pas dit, si l'économie repart, que la consommation de gaz, elle, ne reparte pas aussi à la hausse. Parce qu'on a dit, en finissant, ce qu'on a dit sur la France et l'Europe, on le voit aussi ailleurs dans le monde, ou c'est vraiment quelque chose d'européen? Alors c'est vraiment quelque chose d'européen, on le voit moins dans le monde, effectivement, d'abord parce qu'on l'a dit, dans certaines grandes zones, les prix n'ont pas été affectés de la même façon. Ah, donc le signal prix joue, hein.
Le signal prix joue, bien sûr. Au-delà de la bien sûr. météo. Bien sûr, mais il a joué, pour moi, surtout sur les entreprises dans un premier temps, un peu sur les particuliers qui ont fait des efforts. Mais là, ce n'est pas tellement le signal prix, je pense que c'est le signal, entre guillemets, nationaliste dans le bon terme, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'on a demandé aux Français de faire un effort parce qu'il y avait un risque, et les Français ont répondu présent à cette demande. Avec l'idée que la facture aussi fait mal à la fin du Exactement. mois, et donc on le fait aussi parce que... On le fait aussi pour soi, mais on le fait aussi dans le cadre d'un effort national. Allez, merci beaucoup. Benjamin Louvet, directeur de gestion matières premières chez Ophi Invest Asset Management. Merci Benjamin. Merci David. Ça vaut le coup, revient la semaine prochaine sur Boursorama.